Ok, salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo, ce nouveau podcast avec Emeline. Donc vous connaissez un petit peu, peut-être déjà par un podcast qu'on a fait il y a quelques années, que vous voyez assez souvent sur un channel qui vient régulièrement m'accompagner, m'aider sur pas mal de choses. Là aujourd'hui j'ai envie de parler avec Emeline sur quelque chose de très différent, mais qui est la base de son cursus. Donc, tu es JRI à la base, donc Oui. journaliste, reporter d'image. Tu as fait donc une école de JRI, de journalisme. C'est journalisme ou JRI? Est-ce que c'est déjà. On dit JRI parce que c'est vraiment du journalisme dans la vidéo, mais c'est une spécificité. À la base, j'ai quand même une base journaliste. D'accord. Donc, JRI, base journalistique. Et là, c'est justement, je trouve que c'est intéressant parce que dans un contexte où aujourd'hui on est sous de l'information, on est même complètement noyé sous de l'info, sous des lives, des news, suivez en live le nombre de morts, de corona, de trucs de machin. Bon, d'infos de façon générale, mais là on l'a encore plus intensifié ces derniers temps, par les différents médiums, que ce soit nos téléphones portables, notre Facebook, nos Twitter, nos Snap, nos Skype, nos trucs, qu'importe. Mhm. Comment toi, déjà, tu définirais le rôle d'un journaliste comme toi tu le vois aujourd'hui? On s'en fout que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui ont une super mauvaise image des journalistes. Moi, il y a des moments, ils me cassent complètement parce que je trouve que ils sont. Aujourd'hui, j'ai l'impression de lire des news de l'AFP et qu'ils n'ont pas le temps de taffer. En tout cas, je ne vois pas une espèce de reportage à froid. Moi, ce que j'aime, c'est le reportage à froid. Par exemple, je me suis abonné là, il y avait 1 € pour 2 mois au Figaro. Et ce Ouais. qui a été intéressant, je vais faire la même chose avec Le Monde, c'est qu'on a pour une fois des articles qui sont des articles, des trucs, ça fait des années que tu as l'impression de plus lire ça dans les 20 minutes, dans les updates à la con qu'ils nous font sur Google Actualité, etc. Donc, comment toi, dans un premier temps, tu définirais ce qu'est un journaliste? Et vraiment, on prend complètement l'idée que c'est ta carte du monde. Ouais. Alors déjà, en fait, pour moi, il y a vraiment deux types de journalisme. Le truc, c'est comme tu le disais, tu as l'actu à chaud et tu as l'actu à froid. Et du coup, c'est plus du tout la même notion. Il y a Sûr. sur certains médias et certaines façons de fonctionner, c'est indispensable d'avoir cette actu à chaud. Et effectivement, tu as très peu de temps pour la traiter. Tu reçois des news de l'AFP, comme tu dis. Tu vas chercher ce qui se passe ailleurs aussi, où tu as tes propres contacts. Mais en général, tu as une source. Si tu arrives à recouper avec deux sources, c'est assez compliqué. Donc, tu es dans un truc où il faut filer de l'info assez rapidement et où tu n'as pas le temps d'aller approfondir le sujet. Moi, je suis plutôt dans ce type d'actu, dans le sens où on m'envoie sur le terrain, j'interviewe les gens, je ne connais pas forcément le sujet, mais je vais découvrir au travers de ce qu'ils me proposent, de l'actu qui est traité, que ce soit une manifestation si c'est pour un JT, que ce soit du capital ou des choses comme ça, où là, il va y avoir un petit peu plus de à froid. Mais en gros, et tout ce qui va être investigation, bah, le problème, c'est qu'on a beaucoup moins de moyens aujourd'hui là-dessus, quoi. Un D'accord. journaliste. Donc, toi euh, alors, quand tu as voulu devenir journaliste, ta motivation de départ, je comprends qu'aujourd'hui, et c'est vrai que ce qui a pour moi modifié tout ça, mais peut-être que tu me corrigeras, c'est la première guerre du Golfe, donc 93, où nous, Français, on a découvert CNN. On a découvert les chaînes d'information Ouais. continue. On ne connaissait pas. Les iTélé, LCI et autres BFM qui arrivaient plus. Ça a été une réponse à ça. Toi, tu as fait tes années en quelle année? Tu as fini quand? Moi, j'ai commencé, alors que je te dise pas de bêtises, donc j'ai fait une licence de philosophie et après je suis partie, je devais être en 2004 ou 2003, ma première année de journalisme, et je suis allée jusqu'en 2007, si je dis pas D'accord, de donc bêtises. 10 ans après guerre du Golfe, ça a évolué. On n'était plus dans Le Monde et le journal de référence et il n'y a plus que ça. Plus le journal. Alors bon, déjà le journal, il y a eu toujours eu cette idée du journal de Pernod qui est un petit peu, on parle de tout et de rien. Tu étais déjà donc dans un enseignement d'un journalisme à chaud où on vous enseignait encore du journalisme à froid. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire du journalisme à ce moment-là? Alors moi, originellement, j'avais ce truc de gamine avec Quête de la vérité, qui était vraiment un truc qui me faisait triper quand j'étais gamine, et à me dire j'ai envie d'être sur le terrain et d'aller... je voulais être reporter de guerre à la base. J'avais vraiment fait ce métier-là pour aller justement dans des zones en guerre et pouvoir transmettre cette info en disant avec en plus cette notion un peu vidéo, on ne peut pas mentir. On va forcément vous montrer des choses qui existent vraiment
Et dans ce cas-là, pour moi, il n'y avait plus. Alors, je ne connaissais pas la notion de carte du monde, toute la PNL et ce style de choses, mais en tout cas, il y avait ce truc de ça ne peut être que la vérité, puisqu'on est sur le terrain et qu'on va vous montrer ce qui est en train de se passer. Donc, moi, c'était... c'est intéressant. Pour toi, l'image était quelque chose d'objectif. Ouais, complètement, parce que j'avais pas cette notion recul de montage. L'image en elle-même, elle est toujours objective. Enfin, elle est objective. Évidemment, c'est comme tout, tu peux te placer en fonction de là où tu vas montrer un certain angle. Mais à ce moment-là, il y avait ce truc de, en tout cas, sous un angle, c'est une vérité. Et donc, pour moi, il y avait ce truc de, on vous montre quelque chose qui existe réellement, quoi. D'accord. Donc, tu es rentré avec cette motivation d'aller dans une quête de vérité, de proposer à ce moment-là quelque chose de vrai aux gens. Donc, 10 ans après Guerre du Golfe, on sait que donc, les iTélé et autres, justement, à ce moment-là, je pense que le GRI était demandé, le journaliste et reporter d'image, parce qu'il y a de plus en plus de télé et de canaux qui, en tout cas, en avaient besoin. Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, dans tes premières années, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, dans l'évolution potentielle du journalisme? Sachant que beaucoup vont être dans la critique d'un journalisme qui est, et tu l'as bien défini au départ, il y en a un qui va être plutôt à chaud, un plutôt à froid. Est-ce que tu as l'impression qu'un journaliste à chaud, c'est un journaliste tel qu'on pourrait l'imaginer? Et là, je dis bien, c'est la projection. Moi, je me dis qu'un journaliste est un mec qui recoupe les infos, que c'est un gars qui prend du recul, il sauve le monde en étant Spider-Man. Non, ça, il ne fait pas. Mais en gros, pour moi, oui, c'est ça. Il est en train de se prendre la tête à enquêter. Voilà, le mot qui me vient là, c'est enquêter. Quelle est ta perception depuis ton début de pratique? Donc déjà, qu'il y a eu des illusions, etc., et ta vision au fur et à mesure du temps, et ta vision maintenant du journalisme, en l'ayant pratiqué, en ayant un peu changé, en ayant vu d'autres choses, et comment il est proposé aujourd'hui. Alors, j'ai la chance d'avoir commencé dans l'actu télé, dans les JT télé sur Nantes où j'étais, donc en télé locale. Et justement, il y avait vraiment cette notion où j'avais l'impression d'avoir ce côté un peu enquête. C'est-à-dire que même s'il fallait que dans la journée, pour le JT du soir, on partait le matin, donc il fallait trouver le sujet en conf de rédaction avec les autres journalistes, le rédacteur en chef, voir ce qui avait été traité, ce qui pouvait être intéressant, les idées qu'on avait ressorties, trouver nos contacts, aller les voir sur le terrain et réagir. On essayait toujours d'avoir plusieurs angles, enfin en tout cas plusieurs interlocuteurs, puisqu'on va le traiter sous forme d'angle, mais par contre on allait avoir plusieurs interlocuteurs, donc on avait toujours un pendant et son contraire pour essayer justement de rétablir cette espèce de justesse, en tout cas dans les propos, à se dire il n'y a pas qu'un point de vue, mais il y en a plusieurs et prenez-les en considération. Et ça, d'accord, donc dans un premier temps, télé locale, donc peu moins, mais plus de temps peut-être? Alors, plus de temps, je ne sais pas, parce que c'était vraiment, je te dis, on faisait les sujets, il fallait qu'on parte à la journée et le soir, il devait être monté. Donc, on avait quand même un rythme qui était relativement intense et avec assez peu de temps pour préparer le truc. Mais par contre, on avait cette capacité à rebondir. Pour moi, le journaliste, c'est vraiment celui qui s'adapte, qui rebondit, qui va aller chercher l'info, qui va aller remonter sur une autre piste très rapidement. Mais en tout cas, il y a cette notion de se dire, ouais, je rebondis avec les infos que j'ai pour donner le maximum d'infos qui semblent, en tout cas à ce moment-là, d'après les interlocuteurs, vraies. C'est quoi préparer? On a dit préparer ça. C'est-à-dire qu'à la base, le JRI va préparer à l'avance, avant d'aller sur le terrain, voir quelle orientation il veut prendre, quelle est la ligne éditoriale, quelle est la pression de la ligne éditoriale. Alors peut-être moins au niveau local, mais encore que je pense que ça doit être toujours pareil. Quelle est la pression? Et donc, automatiquement, l'orientation que tu dois prendre, qui n'est plus le tien, et qui est donc automatiquement, déjà, on n'est pas objectif. En plus, on te propose une ligne éditoriale avec des choses que tu veux montrer. Quel est ton libre arbitre là-dedans? Comment toi, tu peux te dire, je suis fier de mon boulot à ce moment-là, parce que c'est ce que je voulais montrer, mais peut-être ta ligne éditoriale va tout te demander de remonter pour que ça aille dans leur sens. Comment tu vis ça? Comment tu le fais et comment tu l'as fait? C'est là où il y a vraiment une différence entre mes débuts, où j'ai eu l'impression, en tout cas dans les différents médias dans lesquels j'ai été, de pouvoir relativement choisir mes sujets, être force de proposition et d'initiative. Et donc dans ce cas-là, de pouvoir dire, voilà, je défends cet angle-là, vous êtes OK. Si vous ne l'êtes pas, on retravaille un peu le truc. Mais j'arrivais à aller dans le sens, en tout cas, où moi, je trouvais qu'il y avait un intérêt à ce moment-là, et d'après ce que je lisais, de ce dont je me renseignais, en tout cas.
Et au fur et à mesure des années, moi, je suis passée dans un rôle où c'est moins valorisant à ce niveau-là parce que je me rends compte que c'est les chaînes en général ou les boîtes de production qui m'appellent, les médias, et qui vont me dire, voilà, on a tel sujet à traiter. On va parler, par exemple, du Capital pour lequel j'ai tourné cet été. Ils me disent, voilà, on a tel sujet à tourner. Est-ce que tu es OK ? Et voilà, soit tu fais le boulot, soit tu le fais pas, en fait. Donc, il y a moins cette... Là, le journaliste aujourd'hui serait moins à la solde, dans le mot en paiement, de la chaîne qu'il y a des groupes, des éditeurs, entre guillemets, qui vont appeler pour aller dans quelque chose. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des journalistes 100% LCI, iTélé, BFM, ou ils appartiennent à un groupe qui n'appartiennent pas directement à iTélé, BFM, Europe 1, que ce soit radiophonique ou télévisuel ? Ça dépend du système. Tu as beaucoup de chaînes ou de médias, en tout cas, qui fonctionnent, on va dire, ils ont une petite équipe en interne et ils font beaucoup appel à des externes via des boîtes de production. Et les boîtes de production, elles, vont faire appel à des intermittents ou à des journalistes ou des choses comme ça pour réaliser les sujets. Donc, on est assez loin, au final, de la ligne éditoriale qui peut être demandée, en tout cas en termes de valeur ou de choses comme ça. On va juste dire oui au sujet et après on doit s'adapter à ce qu'ils nous proposent, qui eux se sont adaptés à ce que la chaîne va avoir demandé, quoi. Donc, en gros, quand les gens disent « Ouais, journaliste vendu par BFM, les merdias, blablabla », on est en train de dire à des journalistes qui sont en fait pas du tout, qui sont globalement des indépendants, / intermittents du travail, qu'on va prendre, qui n'appartiennent pas à la boîte, qui appartiennent pas à la boîte de prod, mais qui sont embauché de manière sporadique par tel ou tel truc et en gros le journaliste devient un peu un mercenaire de là où il peut avoir du boulot. J'exagère le trait parce que je pense que certains journalistes n'ont pas ce problème-là, mais de façon générale. Et on est en train de dire, nous, petits cons sur Internet, sur un truc Facebook, genre nique la mère, n'importe quoi, ça c'est des enculés qui sont payés par BFM, alors que rien du tout, BFM, tu n'y es même pas allé, quoi. Tu ne connais même pas ce que c'est, tu sais même pas ce que c'est. Et c'est, bon, bah voilà, tu dois aller voir la manifestation Gilets jaunes, tu dois le regarder sous cet angle-là et tu dois faire ça. Et tu dois poser tel type de questions. Basta. C'est ça, en gros, qu'on est en train de te proposer Alors, presque, sauf qu'en plus, tu as quand même une bonne liberté au niveau du type de questions que tu poses. Moi, quand je prépare un sujet, en gros, on m'a dit, voilà, on veut traiter tel sujet, la manifestation des Gilets jaunes, si tu reviens là-dessus. Je vais dire, OK, moi, je trouve intéressant d'aller, ça dépend du temps que j'ai, mais si j'ai un tout petit peu de temps pour préparer le sujet, je vais dire, voilà, je vais interviewer telle ou telle personne, tel expert, tel machin, je veux aller dans cette direction, montrer ça. En fait, ça dépend beaucoup de la boîte qui va t'appeler et de ce qu'ils sont prêts à accepter de ton pitch ou s'il y a vraiment un sujet qui est précommandé, entre guillemets, avec on veut montrer ça aujourd'hui, quoi. Donc, c'est compliqué parce qu'on a vraiment deux mondes, en fait, très différents. Ouais. Mais là ce qui est intéressant, c'est que dès lors, ouais, c'est ça, tu vas avoir soit la ligne éditoriale qui est clairement définie, dans ce cas-là, tu dois suivre et ton pitch, il peut aller se faire voir, soit on te donne une orientation potentielle, tu acceptes, il y a une mission, et tu pitches cette mission en fonction de la vision que tu as, toi, de l'actu, ou en tout cas de l'orientation que ça doit être prise, et tu la proposes, et ça peut être validé ou invalidé par rapport à la boîte de prod, c'est ça ? C'est ça, exactement. Moi, j'ai la chance en plus de voir que, alors il y a des moments, je monte moi-même mes sujets, il y en a d'autres, c'est pas le cas. Mais au montage, pour avoir vu des changements qui sont faits, la plupart du temps, j'ai toujours réussi à me battre pour garder l'idée principale et pour être déontologique, en tout cas pour l'instant, et je le dis vraiment, j'ai de la chance, pour être déontologique et qu'on garde bien les propos que la personne ait dit en face. Parce que ça, malheureusement, j'ai vu aussi beaucoup de collègues qui disent « mais en fait, on a complètement déformé le sujet parce qu'on a choisi des moments, effectivement, qui sont hors du contexte et qui font que le sujet est transformé. » Alors, ma question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à un journaliste ? Parce que là, ce que tu me dis, moi, je me dis, petit chat que je suis, je parle sereinement à un journaliste en me disant « Ah, quelqu'un qui va me donner la vérité, la version de mes faits et ma carte du monde. » Et je m'entends dire que je suis en train de… Ouais, bon, bref, d'autres choses. Et cet homme vous promet qu'il vous met un anneau hypnotique dans la tête. Exactement, c'est ça. Donc, est-ce que… Parce que il y a des personnes qui nous écoutent et qui peuvent se dire est-ce que c'est des gros salopards ? Vous êtes des vendus. Alors, d'une manière ou d'une autre, vous êtes vendus. Là, on peut clairement le dire. Ça reste un business. Vous êtes un outil.
Non, Bien c'est sûr. intéressant parce que vous êtes un outil et vous proposez une offre de service. Mais c'est même pas une offre. Tu vois, à la limite, tu serais dans l'entreprise. Tu es un élément de l'entreprise. Il n'y a pas de Ouais. souci. Mais là, de ce que je comprends, l'entreprise en a quelques-uns. OK, pas de souci. Mais sinon, c'est juste l'entreprise qui va prendre un manpower une boîte d'intérim du truc qui va faire appel à des gens qui vont valider ou pas le contrat pour arriver pour après travailler pour l'entreprise. On a vraiment énormément d'intermédiaires. Et dans ce cas-là, vous êtes clairement, alors pour les gens qui veulent le dire, vous êtes vendu, mais pas dans le sens qu'on pourrait croire. Euh, et ouais, vous êtes revendu. Votre service est revendu. Ah, Oui. ça c'est dur pour un Après, journaliste d'entendre. non, après, je pensais à T'es vendu. par exemple, des émissions comme Échappée Belle qui travaillent. Donc, tu vois, il n'y a pas de personne, enfin, il n'y a pas de personne qui travaille pour le truc d'Échappée Belle, sauf qu'au final, c'est la boîte de production Beau Travail qui le fait, et c'est exclusivement eux, en fait, qui gèrent cette émission-là, par exemple. Donc, D'accord. Ouais, ouais, ah bah, donc dans ce cas-là, il faut que tu rentres dans la boîte de prod. Et dans ce cas-là, est-ce que tu es salarié de la boîte de prod ou tu es toujours en intermittence? ça dépend des gens, mais on va avoir une petite base, c'est toujours, enfin pour la plupart des médias, hein, c'est une petite base en interne et une grosse base quand même en externe qui viennent travailler après régulièrement pour eux. C'est un réseau comme dans n'importe quel métier. Une fois qu'ils te connaissent, bah, ils vont te mettre sur tel type de sujet parce qu'ils savent que tu es bien avec ça, tu le réalises bien. En tout cas, ça correspond à ce qu'eux aussi veulent montrer et vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, ça va aussi naturellement dans un sens qui peut être plutôt positif et pas en mode vendu, mais en mode on travaille ensemble dans une notion d'apporter le maximum de vérité par rapport au sujet. C'est quand même notre objectif fondamental, il faut pas l'oublier. Je sais que dans la tête des gens, c'est juste de faire du scoop. Pardon ? Tu revois une généralisation qui m'intéresse bien. Tu as dit, toi, tu as la chance de, et c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on peut vous faire confiance, journaliste à un moment donné, parce que je pense pas que le journaliste, il a envie de t'embrouiller, il a vraiment envie de trucs. Maintenant, toi, dans le choix que tu as eu, la construction que tu as fait, la proposition que tu offres, donc en prenant vraiment, bien sûr, hein, l'inobjectivité qu'on a tous naturellement, mais avec la volonté de faire au mieux, on prend donc en se disant la personne a essayé de faire au mieux à ce moment-là dans sa démarche. Est-ce que tu t'es déjà vu ou tu as vu des collègues ou des potes déstructurer ce qui a été proposé? Donc tu donnes ton truc de départ et on te dit non. Non, parce que nous, c'est pas ça qu'on veut montrer. Et dès lors, dénaturer le boulot, justement, de croisement. Alors là, il y a un peu moins d'enquête parce que, comme tu dis, c'est souvent un petit peu à chaud. Mais est-ce que ça, tu l'as vu, tu l'as ressenti et comment tu le ressentirais si éventuellement tu le disais? Alors, j'ai eu de la chance, comme je te dis, de pas trop l'avoir vécu. Et les moments où c'était limite, j'ai rarement retravaillé avec les gens parce que du coup, je préférais encore galérer, aller chercher autre part que continuer. Parce que moi, c'est vraiment une des valeurs qui va me motiver et c'est cette notion de déontologie, de respecter ce que la personne a voulu me faire passer comme info et m'a donné à ce moment-là comme info et qu'elle soit retransmise de façon la plus objective possible. C'est vraiment ma vision du journaliste. Il est là pour retransmettre de façon plus objective en montrant plusieurs aspects de la problématique ou du sujet. Mais effectivement, en tout cas, c'est là où... alors, c'est horrible, hein, je ne veux pas taper du doigt sur une grande émission comme Capital, mais pour avoir bossé dessus et d'en discuter avec le journaliste qui, lui, bossait énormément pour cette émission, il me disait, ben, en fait, je pense qu'à ce moment-là, tu n'es plus vrai avec les personnes en face parce que tu sais que tu vas les duper d'une façon ou d'une autre parce que le but, c'est de montrer les espèces de coulisses dégueulasses du business qui ne sont pas une réalité. Mais on va aller chercher cette info-là et du coup, enfin, moi, je me verrais mal dans des exemples qu'il m'a donnés, retourner chez les gens qu'il a interviewés après. En fait, il y a un truc où je suis pas sûre que tu dormes bien avec ça après, quoi. On montre une vérité. Ouais, juste, ils déforment pas dans le sens où ce qu'ils montrent, c'est une vérité, mais ils vont aller tellement sur un seul axe et un axe qui veut juste faire de l'audience que ça n'a pas de sens dans la globalité, je trouve. Ouais, c'est aller voir l'attitude dissonante d'une personne alors 99 ou 95 90% du temps, le mec, il est smart. C'est ça. Et alors, justement, est-ce que pour des personnes comme monsieur, madame, tout le monde qui se font interviewer, est-ce qu'il y a un risque à ce moment est-ce qu'on peut faire. Je reviens, est-ce que, à ton avis, est-ce que déjà tu vois encore une confiance dans le journaliste en tant que tel? Et est-ce que tu penses que c'est juste de faire confiance à ce moment-là?
Alors, Là, c'est moi, vraiment très perso, hein, très perso. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai encore complètement, en tout cas, j'ai relativement confiance dans le journaliste parce que je pense qu'on est quand même motivé pour la plupart, si on vient sur la notion de généralité et pas d'exception, on est quand même motivé par le fait de partager de l'info, de donner au maximum, d'éclairer un peu les esprits et les regards à un moment donné, de proposer autre chose pour que les gens puissent se dire ah bah tiens, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, etc. C'est là où ça recoupe beaucoup pour moi avec aussi des notions de l'hypnose ou du questionnement ou des choses comme ça. C'est essayer de révéler des notions. Est-ce que c'est dangereux ou pas de se faire interviewer? J'aurais tendance à dire sur certains médias, aujourd'hui, je ne le ferai pas moi forcément. Donc oui, ça peut l'être. Faut choisir l'interlocuteur et le média sur lequel on s'exprime. Ouais, sauf que monsieur, madame, tout le monde, il ne sait pas, quoi. Et même un chef d'entreprise, il ne sait pas, c'est complexe. Je sais bien. Un élément que je trouve aussi intéressant, c'est que beaucoup de personnes se plaignent à dire ouais, regardez, en ce moment, bon, là, aujourd'hui, on est sous les notions du Covid, etc. Et donc, ouais, on n'a pas fait parler M. Raoult, c'est inadmissible. Je parle de ça il y a 10 jours. Il y a 8 jours. Non, on commence à l'avoir entendu. Oui. Il a commencé un peu à se faire entendre et connaître. Et alors, toi, en tant que journaliste, sachant que, bien sûr, par rapport au réseau que tu es en train de m'expliquer, c'est-à-dire les différents intermédiaires, tu peux te dire, putain, mais je vais faire un truc et en parler, mais avant de le revendre et revendre ton pitch à une boîte je ne sais pas pourquoi je vais appeler ça édition, mais bref, de prod qui va revendre ça, il peut se passer déjà une semaine. Eux, ils peuvent avoir décidé au bout d'une semaine de partir sur le sujet. Comment, quand les gens disent ouais, les journalistes ne font pas leur boulot d'aller vers les gens, parce qu'effectivement, pendant 4 jours, 5 jours, ça a commencé par un discours, je crois, qui venait d'Internet, de Facebook ou un truc comme ça, et après, ça a commencé à tourner et on a commencé à voir, à entendre, etc. etc. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens-là qui disent vous ne faites pas votre job parce que toi, ton job, ça aurait dû être. Bon, là, dans les conditions actuelles, c'est un peu différent, mais admettons, tu peux prendre le train, tu vas à Marseille, tu vas truc, et tu dis monsieur, moi je m'appelle Boupset, je suis chaud bouillant pour t'interviewer. Et c'est un peu ça, moi en tant que alors moi j'ai pas de télé, mais en tant que lecteur, ou même ce que je vois maintenant sur les réseaux, qui revient de la télé, ça fait, moi en tant que gars lambda, ça fait 3 jours que j'entends ça. J'imagine que dans le monde de l'information, ça a déjà tourné. Et vous n'êtes pas con, vous avez un vrai intérêt pour l'actualité. Qu'est-ce qui fait qu'on ait une espèce de distorsion de temps entre ce que nous on a appris sur le web, alors que pourtant, comme on disait, maintenant il y a de plus en plus d'infos à chaud, et un truc qui pourrait passer dans un média. Comment toi tu le perçois, tu le vois ou tu l'entends? Je dirais qu'en JT, parce que là, on va vraiment dissocier effectivement les boîtes de production qui vont être les sujets qui sont un petit peu plus sur la durée, on va dire, et le journal télévisé, où dans ce cas-là, même si c'est des externes qui font partie du système, ils vont quand même assister aux confs de rédaction, des choses comme ça. En tout cas, c'est plus rapide dans le système. Mais tu auras toujours quand même cette notion un peu hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit validé au niveau du rédacteur en chef, donc que la chaîne accepte qu'on parte dans cette direction. Fameux professeur et docteur Raoult, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui, à ce moment-là, moi j'étais pas en France, donc j'ai pas vécu le truc au tout début du confinement et de ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui en tant que journaliste, qui ont eu l'info et qui ont dit faut aller l'interviewer de suite et qui se sont fait un peu en mode on y va mollo parce qu'on ne veut pas donner des fausses informations, parce qu'on a le côté politique aussi et qu'on peut pas, on doit faire super attention à ce qu'on dit. Honnêtement, aujourd'hui, je sais pas. Je sais que moi, quand j'ai à certains moments, dans des moments un peu chauds où tu proposes quelque chose, en général, ils te laissent quand même assez libre de dire allez, on y va, on fonce, on va développer le tuyau et on verra ce que ça donne, quoi. Alors, est-ce que plus l'info elle peut être importante, plus il y a besoin de recrutement, plus ça met du temps pour justement lancer une info? Parce que moi, il y a des moments, j'ai l'impression qu'on nous balance des infos de Didier au fin fond de la Lozère en train de faire un truc, on s'en bat les tripes dans tous les sens.
Et pourtant, lui, il n'y a pas de problème. Il peut donner en plus sa vision de ce que Monsieur le Président a dit, ou que son maire de son village n'a pas fait, tu vois. Et Bah oui, par contre, mais aller voir un mec qui, bon, quand même un peu câblé et un peu. Après, on y adhère ou pas, je m'en contrebalance. Hein. C'est se dire le mec commence à être le cœur d'un mouvement dans un réseau social. Ce qui veut quand même dire quelque chose, tu vois. Et puis là, on n'est pas en train de parler de Jean-Jacques qui se retrouve en train de créer la nouvelle montgolfière sans air, tu vois. On est en train de parler d'un truc un peu. bien sûr, mais justement, pour moi, c'est toutes les problématiques. C'est que du coup, Jean-Jacques qui crée sa montgolfière sans air, entre guillemets, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de danger de balancer une information qui va potentiellement avoir de l'influence négative sur les gens. Le problème de ce truc-là, c'est qu'aujourd'hui, en plus, on tape beaucoup sur les médias, donc ils sont encore plus craintifs à se dire si on file une info qui est pas bonne, on va encore nous dire putain fake, comme il s'en est pris plein la gueule au début, Raoult, parce qu'il y avait ce truc de c'est du fake, il nous dit des trucs qui sont pas vrais, etc. Et donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, en plus, il y a ce côté où on se dit si on balance un truc qui est pas vrai et qu'on n'a pas eu le temps de recouper sérieusement l'information, on va se faire grave taper sur les doigts. Alors que sur Internet, le gars lambda, il peut dire tout ce qu'il veut. De toute façon, il n'a pas d'implication, c'est pas son boulot, c'est pas son métier. Donc, il ne sera pas jugé par rapport à ça. Alors que les médias en eux-mêmes, ils doivent à la fois être réactifs et à la fois pas dire de conneries. Donc, ça demande un peu de temps, en fait. Et c'est assez complexe dès qu'il y a ce type de problématique, je trouve. Donc, tu vois, c'est là où moi j'entends, mais j'ai du mal à capter. Il y a des moments, il y a une surréponse. On prend par exemple les attentats qu'on a eu malheureusement sur Paris au Bataclan. On a eu 1 milliard d'infos en 7 secondes 32. Tu vois, c'est genre tout le monde a été tweet, machin, je suis sur place, j'ai vu, gna 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 gna. Conclusion, information de merde qui en plus ont pu aider des gars à se barrer à gauche à droite et un peu à faire diversion. Et là, sur un truc où, j'ai envie de te dire, on est moins dans une action dangereuse. Tu vois, on est moins à chaud, paradoxalement, parce que le mec, on l'interview maintenant ou dans 8 heures, ça va. Mais tu vois, c'est là où je vois un mismatch. Il y a quelque chose qui, moi, pour moi, est problématique. Tu me dis qu'il ne faut pas dire de conneries, mais on va être les premiers. Après, vraiment, j'y connais rien, donc c'est en pure observation externe. Je me dis, ok, donc, il ne faut pas dire de conneries, mais je vais aller devant le Bataclan en train de te faire des thèses toutes les 8 secondes avec des connards de spécialistes qu'on ne connaît ni la vie d'Adam, qui sont en train de dire peut-être, ouais, effectivement, il se peut, un jour, ouais, non, et en fait, ça ne sert à rien. Alors que là, on a un truc qui est posé, le mec, il est dans son hôpital, il fait ses tests, on est en Covid, on est fermé chez nous et autres, on peut passer un appel, on peut voir des gens autour, quoi. Là, j'ai l'impression que le croisement d'informations juste est plus rapide que sur une intervention GIGN ou une intervention RAID à un moment ou à un autre, non? Ben, tu as deux éléments là. Tu as le scoop qui, quand il y a eu les attentats ou quand il y a le truc de GIGN, c'est on y va, on fonce, on est là et on veut montrer. Et donc on réfléchit pas vraiment, mais en gros, on donne le plus d'infos possible sans poser le truc. Alors attends, vraiment... c'est quoi la définition du scoop? Bah, c'est ce truc qui fait que, que personne ne l'a, ou en tout cas que c'est inédit et que tu es sur le terrain le premier pour donner cette info. D'accord. Alors, justement, si je vais plus loin, à quoi ça sert? Ben, souvent, ça sert à attirer de l'audience. C'est ce qui va te permettre d'accrocher les gens parce que c'est toi qui vas avoir balancé l'info le premier. Donc, du coup, bah, tu es un peu précurseur à ce moment-là. Tu chopes le truc, tu montres. Donc, les gens vont d'abord aller sur ton média puisque tu es celui qui avait la primauté, qui a su choper, anticiper en amont ou en tout cas avoir le bon réseau pour choper l'info. Mais on est dans une démarche qui est non journalistique à ce moment-là. Est-ce que le gars qui fait le scoop est un journaliste? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans la définition que tu aurais pu proposer au départ par rapport à aller recouper des informations, etc., etc., etc. Est-ce qu'à ce moment-là, un mec... Alors, ma question, j'ai un peu à changer. Est-ce qu'il y a un reporter comme ça qui a envoyé un JRI qui a envoyé comme ça, en mode reportage, hein, pas... Enfin, non, en mode reporter. Tu vas reporter l'information. Ouais. Est-ce qu'il est un journaliste? Est-ce que là, il est JRI ou il est que RI? On avait eu le reporter d'image ou simplement reporter d'image? Ouais. C'est une bonne question. Selon toi, hein, c'est pas, je dis pas qu'on a raison, c'est vraiment un questionnement par rapport à ça, une réflexion.
Là, alors, je réponds à ta question juste par un exemple qui me vient à l'esprit, puisque du coup, quand il y avait eu la fameuse opération dans le marché cachère là, avec le GIGN et l'opération du GIGN, il y a ce cadreur, donc, qui n'était pas reporter d'image, mais qui était vraiment cadreur, donc qui faisait le reportage vidéo, qui a donc filmé ce qui était en train de se dérouler, et donc les personnes ont pu savoir ce qui se passait à l'intérieur, et donc ça avait porté préjudice donc à la sécurité complètement et à l'opération en elle-même. À ce moment-là, il y a eu un gros débat qui disait lui, j'ai suivi les commandes de ma rédaction qui me dit tu filmes, je filme et je refile l'info. Et dans ce cas-là, effectivement, lui, il est cadreur et il s'est déresponsabilisé de l'action. Il n'est pas journaliste et il donne juste le truc et il fait ce qu'on lui dit. Pour moi, notre boulot de journaliste, si on va couvrir ce type de truc, c'est d'être capable de dire non, en fait. Là, je reprends mon recul critique, ma capacité de journaliste à sortir de la subjectivité du sujet et avec un peu plus de recul, dire là, c'est dangereux ce que je mets en place, donc je ne le fais pas, je ne le diffuse pas maintenant. Ouais, alors ça j'entends, ça c'est sur le papier, mais concrètement, c'est pas ce qui se passe. C'est pour ça que je te demande, est-ce que dans ces cas de scoop, on n'a pas plus des gars qui reportent une info en fait, ce qui est marrant, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait Le Monde qui critiquait à mort Twitter et qui disait Twitter, c'est l'anti-information de base parce que les gens en X mots, ils doivent résumer à quelque chose qui est plus complexe. Et je me souviens qu'il y avait eu un débat, des articles dans Le Monde, dans tous les grands journaux après, où ils disaient aujourd'hui, on va tuer le journalisme à cause de Twitter. Bon, maintenant, on voit comment ils sont actifs sur Twitter. Ils ont changé parce qu'ils ont adapté, ce qui est normal. Mais ce qui me marque, c'est que là, pour moi, quand quelqu'un, tu dis, bon, va là, prends ta caméra, prends tes trucs, machin, à ce moment-là, tu peux pas avoir de recul. Tu sais pas ce qui se passe. Tu as tout le monde qui est en panique. Tu as des flics partout. En fait, c'est. Alors, toi qui en plus, c'est intéressant parce que ça remonte un petit peu à ta motivation d'origine. Tu es en état de guerre. Tu es dans un état de guerre physique, pas une guerre invisible. Tu vois, on est dans une guerre où tu peux prendre une balle, où tu peux. Comment tu peux avoir une objectivité? Et aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui est demandé au bout du compte dans un premier temps? Parce que, en fait, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que on envoie un reporter d'image, et là je te dis, j'enlève le J, il n'est pas journaliste à ce moment-là, il donne de l'info, et les mecs qui vont se dire journalistes, qui pour moi ne le sont pas encore, mais je reprends l'idée, c'est des experts, tu sais, les fameux experts, genre Tony, pizzaiolo professionnel depuis 16 ans, je ne sais pas ce qu'il vient foutre là, Marie-Christine qui, elle s'occupe de la DGSSE, c'est pas la vraie, c'est une fausse, mais c'est une organisation privée qui s'occupe de là. Quand tu trouves des gars, et eux, ils doivent faire un boulot de journaliste, genre, ils prennent du recul, sauf qu'ils ne sont pas journalistes, donc automatiquement, ils ont déjà une orientation. On est dans du live, donc déjà, tu as tout l'émotionnel, tout le truc. Enfin, Comment toi tu vois ça? Est-ce que tu as l'impression que ces experts sont des journalistes, petit 2 et petit 1? Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses vraiment que c'est un journaliste et pas simplement un reporter pour que les faux journalistes s'occupent de parler de ça? Mais pour moi, tu n'enlèves jamais ton J du journaliste reporter d'image quand tu vas sur le terrain. C'est-à-dire que j'entends qu'à ce moment-là, alors, dans le feu de l'action, tu n'es plus qu'un vecteur de montrer ce qui se passe ou en tout cas décrire une situation en fonction de si tu es vidéo, si tu es radio ou peu importe. Donc oui, ton J, tu le perds dans le sens où tu n'es plus qu'un vecteur à ce moment-là. Sauf que normalement, non seulement tu vas filmer ce qui est en train de se passer, mais tu vas essayer de trouver sur le terrain des gens qui vont pouvoir éclairer ce que tu es en train de montrer. C'est tout ton rôle. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'on fait parce que la plupart du temps… Est-ce que dans ce cas-là, on est encore dans le scoop? Tu vois, là pour moi, je tente de voir. Est-ce que le scoop, c'est juste cette info à chaud, rien à branler, je vous le balance? Est-ce que le scoop, c'est j'ai l'info, il faut que ça aille vite, je trouve deux pelés, Marcel et Youssouf qui sont en train de passer là, et dire vous en pensez quoi? C'est j'ai l'info, oh putain, mais il y a l'autre chaîne de télé qui est déjà en train d'envoyer le truc, il faut que je me démerde. Enfin, tu vois, à quel moment on rentre dans du journalisme? Est-ce que déjà tu estimes que le scoop est du journalisme? À quel moment on rentre dans la notion de journalisme, même à chaud, je parle, là on n'est pas du tout sur du à froid. Et après, avec un docteur Raoult pour revenir dessus, à quel moment on peut se situer dans le journalisme, parce que là on n'est plus dans du scoop, ou à la limite on aurait pu avoir un gros scoop en disant ce mec qui passe sur internet, on est allé le voir, pour vous il y en a une vraie interview.
autre que celle de Facebook, qui était certainement très bien ce que c'était, mais à ce moment-là. Toi, comment tu situes ça, toi, dans ton mapping à toi? C'est là où, alors, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir Tim en parallèle pour avoir aussi son point de vue là-dessus, mais qui lui bosse pas mal aussi dans le journalisme. Ouais. On pourra tenter de voir si on enverra on l'éditera quand elle sera éditée. Je lui enverrai ou tu lui enverras. On verra s'il a envie de prendre un petit peu de temps, s'il a le temps déjà, d'échanger, parce que effectivement, Tim, il est toujours sur France O. Normalement, ouais. Bon, après, il est passé côté musique, mais ouais. Ouais, non, mais ça pourrait être intéressant. On verra ça. Oui, donc vas-y, toi, par rapport juste à ton expérience pour l'instant. Moi, j'ai vraiment ce truc de me dire, originellement, et là, je reviens sur la boucle de ce que tu disais au début, ça a pour moi pas mal changé. Le scoop, originellement, c'est l'info que personne n'a et sur laquelle tu es en premier, mais c'est qu'en tant que journaliste, tu l'as anticipé le truc. C'est-à-dire que tu es allé enquêter, tu es allé chercher des trucs et tu as vu qu'il y avait un truc qui allait sortir qui était intéressant, un gars qui pouvait, on prend Raoult, qui pouvait justement peut-être être solutionnaire ou en tout cas qui proposait une solution ou quelque chose. Et c'est parce que tu as eu suffisamment de réseau en amont et de nez, entre guillemets, que tu es un enquêteur. Ouais. Tu as un scoop parce que tu enquêtes. Là, on revient sur Superman, donc Clark, qui va chercher des. Il enlève le t-shirt. C'est ça. Non, mais il va chercher des scoops. Voilà, il y a une recherche du scoop. April Loni, chez les Tortues Ninja, qui va chercher le scoop. Alors, en gros, c'est je sais que Walter de la banque XWC, il vient de vendre tant d'actions et donc il y a de fortes chances que John se fasse virer parce que blablabla. Et ça, c'est parce que tu as eu des échos avec la banque CWX qui, elle, a dit ouais, mais on est en contact d'eux. Et là, tu as fait une enquête et là, tu peux dire scoop avant même que la chose soit réellement faite. Exactement. Des suppositions de malversation et de blablabla. Touc, et tu balances ça. Mais derrière, tu étayes, un peu comme peut faire parfois, c'est souvent le canard enchaîné qui fait exactement. Ça. Qui sont balèzes pour ça, c'est qu'ils ils ont vraiment des gars qui sont à l'affût. Ouais, qui investiguent et qui sont à l'affût de tout ce qui se passe. Alors, je pense qu'il y a plein de dead-end, il y a plein de moments où ça les mène nulle part et ils perdent énormément de temps. Mais sur les moments où ils vont trouver la bonne piste, ça va leur permettre de donner une info qui sort complètement de l'ordinaire et de ce dont on a l'habitude. Et c'est la recherche du journaliste à la base, c'est de se dire ouais, je veux aller choper le truc qui va faire que, tiens, ça va dans l'esprit des gens, on va se dire, tiens, il y a quelque chose de nouveau, on me propose quelque chose que je trouve pas de la même façon sur Internet, en fait. Donc ça, c'est Scoop 2003. C'est quand tu étais encore jeune et savante et ingénue, pardon. Parce que savante. Oui, donc toujours pas. À ce moment-là, c'était donc la perception que tu peux avoir. Ouais. Maintenant, on est d'accord que Génération Twitter, et le journalisme est un journalisme Twitter pour moi, c'est plus ça. Il n'y a pas d'enquête, c'est les gars, il y a ça qui vient de se péter la gueule, là, un train qui vient de dérailler, go, ok, dis-moi des infos. Donne-moi de... Toi, c'est dur, j'ai du mal, c'est de l'info, mais c'est plus du journalisme. Moi, je mets vraiment une démarche différente. Pour moi, le journalisme est un travail de maturation, même si c'est très court, alors que la personne qui... Et tu l'as bien, je trouve la sémantique était bien, qui est juste un vecteur d'infos, n'est plus journaliste comme moi, en tout cas, je le perçois. Ça serait intéressant de voir si vous avez vous-même des retours par rapport à cette idée-là. D'accord. Et donc, avec... Ouais, dis-moi. Ouais, et là, il y a un vrai changement, en fait, en termes de... disons qu'avant, on était les seuls à pouvoir, entre guillemets, sauter sur le sujet et donner l'info parce qu'on avait les caméras, on avait tout ce qu'elle est avec, on avait le système de communication. Le problème, c'est que comme aujourd'hui, tout le monde peut filmer avec son téléphone, filer l'info, faire tourner les trucs. Effectivement, le journaliste, là-dedans, il se retrouve noyé et sa seule manière d'agir, c'est de faire comme tout le monde et de sortir ou le téléphone ou la petite caméra et d'aller filer le truc tel quel. C'est là où pour moi on se plante, et on doit revenir sur un truc de si je suis sur le terrain, non seulement je prends des images, mais il faut que je trouve, et même si c'est deux pelés qui sont dans les alentours, il faut au moins que je trouve des personnes qui vont pouvoir m'expliquer ce qui est en train de se passer, pourquoi, comment, parce que sinon on n'a pas de plus-value, on est tous journalistes dans ce cas-là. Exactement. Tu vois, la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo de Yacine Balatar, là, où il sortait en se marrant pendant le confinement et il dit je suis allé chercher chez mon épicier tunisien, je suis allé voir
je vais prendre du tabac chez mon épicier algérien, etc. Donc lui, il se marrait parce qu'on est en train de dire, regardez, les rebeux, ils suivent rien du tout. Comme d'habitude, il est toujours en train de jouer avec ce côté du Maghreb indiscipliné, etc., etc. En tout cas, l'image sur laquelle il joue. Ouais. Et en fait, sa vidéo, elle a été vue des millions de fois, ou des centaines de milliers de fois. C'est-à-dire que c'est certainement bien plus que si Boopset, avec sa petite caméra, dit « Salut, je suis Géry, tu veux parler avec moi ?» Un influenceur, bon, lui, en même temps, il n'est pas que dans le comique, il est aussi beaucoup dans l'interaction, il est aussi, il va sur les télés, etc. Ouais. Il est aussi public, etc. Mais ce gars-là va avoir plus d'influence et peut-être même de réponses parce qu'il va y avoir de la visibilité et autres que toi, qui est pro, qui va savoir monter le truc. Là, c'est sur Instagram en live, toi, ou Facebook, genre, ouais, je suis en train de voir Bob, ça va Bob, comment tu vas, blablabla. Et le mec va avoir plus de vues que toi, qui va commencer à dire, ok, j'ai eu l'info, j'ai pris du recul, j'ai rien. Sauf que ça t'a pris 9 heures, lui, il a fait ça en 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il a tout posté, c'était fini. Delta entre les deux, tu as peut-être de la qualité, mais personne n'en a rien à battre parce qu'il y a de l'info Twitter avant. Comment tu le vois, ça? C'est une des grosses problématiques. Pardon. Tu m'as toujours? Ouais. C'est une des grosses problématiques que je vois aujourd'hui et qui me rend vraiment triste pour notre métier. Après, moi, j'estime aussi que, tu vois, notre travail, il se fait beaucoup dans la façon de savoir poser des questions. Le gars, il va avec son téléphone, il fait son délire, etc. Ça va faire triper les gens. Mais pour moi, il y a moins de fiabilité dans ce qu'il propose. Parce qu'il ne va pas forcément avoir posé les bonnes questions, ni à la bonne personne. Et ça. Ouais, mais alors là, je m'oppose à ce que tu me disais au départ. Le JRI t'a fait I parce que image. Et donc, certes, l'image, elle serait, quoi, tu vois, là, je prends par l'absurde. Yes. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais Khaled qui était en train qui est petit épicier du coin, pépère, tunisien ou algérien, je ne sais plus ce qu'il était. Khaled, à ce moment-là, dans l'image, et même s'il n'y a pas de question, à juste dire qu'est-ce que tu penses du confinement ou est-ce que tu as du monde qui vient, l'image, elle ment pas. Khaled, il est là, il n'y a personne dans son magasin, ou au contraire, il y a 25 gars devant en train de faire la queue pour acheter des clopes. Factuellement, est-ce que la question a du sens à ce moment-là? Vraiment, je pose la question en pure naïveté. J'ai envie de te dire, bien sûr que tout le monde a les capacités aujourd'hui en autodidacte de faire un petit boulot tout simple où effectivement tu vas juste faire un état des lieux. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas journaliste. C'est juste un état des lieux qui va montrer un peu ce qui s'est passé. Et on revient sur le principe que moi je vois actuellement du journaliste vecteur, quoi, qui est pour moi un reporter. Il reporte, il est vecteur. C'est RVI, quoi. C'est reporter vecteur d'image, quoi. Je suis d'accord. À certains moments, en tout cas, on en est réduit à ça. Non, mais je l'entends totalement. Heureusement, j'ai pas l'impression que c'est le cas la plupart du temps. Mais en tout cas, on va avoir ce truc-là à un moment. Enfin, moi, j'ai eu la chance pour Charlie d'être sur le terrain, pas la première fois, mais le jour d'après, et donc d'interviewer des experts, de couvrir la manifestation qui était à la place de la République, etc. Donc d'être au centre de l'action, entre guillemets, et d'avoir aussi cette capacité justement à avoir ce recul journalistique et de pouvoir poser les choses et justement upgrader un peu, élever un peu le niveau du simple état des lieux. D'accord. Mais c'est en Qu'est-ce qui... Ouais. On va bientôt conclure. Je veux simplement savoir qu'est-ce que tu penses que le journaliste pourrait améliorer aujourd'hui? Est-ce que tu penses, par exemple, je sais pas, sur des médias alternatifs comme on tentait de faire, après, bien sûr, c'est ultra politisé, mais je crois le média En Marche, là, quoi, donc de Mélenchon. Est-ce que tu penses que par exemple, créer des chaînes perso des journalistes pourrait changer la perspective de l'information? Est-ce que comment toi tu vois l'évolution de ton travail et quelle attente de ce travail tu aimerais avoir dans les 10 ans à venir? C'est compliqué pour moi d'être en futurisation sur ce type de sujet. Sur ce type de sujet? Ouais, la petite précision. Oui, tout court, mais en l'occurrence, on s'en fout. D'accord. Et quels seraient, donc on ne se futurise pas, quels seraient les besoins que tu as aujourd'hui, que tu trouves que
tu ne peux pas faire correctement ce que tu avais comme idée initiale, c'est-à-dire partager l'info et dire la vérité et être le plus droit et carré possible, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que ça soit pour que ça fonctionne mieux pour toi et que ce soit bien reçu par les gens qui arrêtent de dire les journalistes, vous êtes des vendus, vous êtes des pourris, vous êtes à la solde d'eux. Aujourd'hui, justement, moi, je me demande comment est-ce qu'on peut réussir à avoir ça, parce qu'aujourd'hui, la grosse problématique, c'est que tout le monde peut filer de l'info. Et donc, je ne sais pas comment me placer moi-même en tant que journaliste pour réussir à avoir... parce que même auprès des interlocuteurs, ils préfèrent presque répondre à des influenceurs qu'aller répondre à un journaliste, parce que si tu as une chaîne perso, ils en ont rien à foutre. Si tu as un grand nom, tu commences à pouvoir potentiellement effectivement faire du reportage, parce qu'ils vont accepter, ils savent que ça va être passé sur un gros média. Mais sinon, tu n'as aucun intérêt pour eux. Donc, c'est compliqué. Et je t'avoue que c'est encore en réflexion même dans mon esprit de me dire, je ne sais pas aujourd'hui comment on peut faire avec cette espèce de... ce beau merdier de tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, montrer tout et n'importe quoi avec son petit téléphone et ça va être beaucoup plus vu que nos infos qui sont un peu plus basées. Et je pense qu'il faut qu'on continue, nous, à se concentrer sur de l'actu froide, sur de l'investigation, sur d'autres points de vue. C'est notre cœur de métier. Et puisque de toute façon, on ne va pas aller à rebrousse-poil, on ne va pas aller à contresens et empêcher les gens de diffuser de l'info, c'est pas possible, c'est en route. Ce serait reconcentrons-nous sur des éléments plus clés, plus fiables, plus profonds, on va dire. Donc, pour conclure, est-ce que tu as l'impression que donc l'info Twitter a quand même pris bien le dessus sur l'info à froid et puis même l'info à chaud, mais un peu plus travaillée, que l'info Twitter est à la fois super parce que diffusion d'infos après inobjective, hein, on se souvient toujours de la même chose. Une information qui est proposée à un moment T où j'ai commencé à allumer mon téléphone, il s'est passé 5 secondes avant où tu as vu quelque chose, tu as bougé, tu y allais et tu as commencé à filmer. D'accord ? Donc il y a un avant, il y a un après. Donc, et ça, on ne le sait pas. Et vu que justement, là, on n'est que sur l'image et avec oh le bâtard, t'as vu ce qu'il fait, ouh là là, c'est vraiment pas terrible ce qu'il est en train de faire. On a donc une info Twitter qui est brute, et envahissante, non contextualisée, non commentée, non réfléchie, brute. Et ça, pour toi, est-ce que c'est ce qui tue le travail journalistique ou en tout cas qui impose une nouvelle réflexion? On a un journalisme même professionnel twitterien, mais est-ce que le futur, ça serait pas, comme tu dis, de revenir sur quelque chose à froid et que votre pire ennemi actuellement, c'est le journalisme Twitter, les journalistes Twitter et pas même pas encore les journalistes twitteriens qui seraient des mecs journalistes mais qui bossent au travers de Twitter. C'est ça votre pire ennemi actuellement, votre plus grosse problématique? Pour moi, oui, parce que sinon, tu vois, le fait d'avoir de l'info brute, les brèves, c'est le principe. Enfin, on a vérifié l'info, etc. Mais la brève, en soi, tu as juste un titre avec un petit chapeau, quelques mots importants. Tout le monde n'a pas envie d'aller rentrer systématiquement dans tous les sujets de fond. Ça, je comprends aisément. Et moi, la première, il y a des moments, j'aime bien avoir juste plein de petites infos. Mais c'est très bien fait sur des journaux comme Le Monde ou des choses comme ça, où tu as de l'info brève. Mais par contre, elle a quand même du sens, elle a été réfléchie, comparée à ce monde Twitter, si on reprend ton analogie, qui est en mode non réfléchi, et qui est envahissant en fait pour moi, qui est la plus grosse problématique, c'est que les gens du coup sont plus capables de faire la différence entre une vraie info et cette info qui vient de tout le monde et qu'ils estiment plus juste parce qu'ils sont désabusés des médias, des médiums et de tout ce qui va avec, quoi. Donc ouais, pour moi c'est... Ok, on finit là-dessus aujourd'hui. Yes. Donc on verra les retours. Si vous avez des questions, vraiment, posez-les. On pourra en faire un autre avec Boopset et peut-être avec Tim. C'est vrai que c'est intéressant si on reparle de journalisme. Donnez peut-être vos impressions, vos réflexions par rapport à ça. Pensez bien, Boops a absolument pas une vérité plus juste qu'une autre. C'est sa vision, elle, en le vivant quand même depuis 15 ans. Et c'est ce qui est intéressant dans la démarche. Et vous aussi, posez-vous peut-être les questions de voir qu'est-ce que vous attendez d'un journaliste, qu'est-ce que vous attendez d'une info. C'est toujours intéressant de se poser ça, parce que c'est facile de dire ouais, ils sont tous pourris, mais qu'est-ce que j'attendais moi à la base? Qu'est-ce qui fait que je continue à lire le 20 minutes alors que le 20 minutes ne m'intéresse pas et que je veux des articles de fond? Pourquoi j'achète pas Courrier International? Non, c'est peut-être pas le bon truc. Oui, si,
Je m'abonne Non, pas ça au reste un Monde. bon média, ouais. C'est un bon. Quoi, il peut y avoir des vrais sujets de fond, des dossiers en tout cas. Et là, c'est à nous de nous poser la question, qu'est-ce que je veux? Ah oui, mais je veux pas payer pour l'info. Ah, bah, il C'est y ce a que peut-être j'allais quelque dire. Est-ce chose que à je suis faire. prêt à mettre de Ah, l'argent parce qu'il y a un moment où ça fonctionne comme ça? ah oui, parce que se dire, ouais, une chaîne gratuite sur le câble me donne des informations de merde, tu payes, quoi, t'as la qualité au prix auquel tu le payes, c'est-à-dire ta redevance qui est, je sais pas combien, parce que j'ai pas de télé, mais je te dis 200 balles par an. Ouais. Il y a peut-être une question à se poser sur ce qu'on veut comme qualité, même si on dit c'est leur boulot. Ouais. Quoi, je pense qu'il y a aussi il faut se poser des questions du côté journalistique, parce que je pense qu'il y a des défaillances, il y a des choses à repenser. Il faut aussi toujours nous se remettre en question quand on est en train de critiquer ou ne pas être d'accord avec des choses, à se dire, mais qu'est-ce que j'attends en fait? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que j'aimerais recevoir et qu'est-ce que je suis prêt à investir pour ça? Et la notion d'investissement est toujours importante. Bah, merci. Si vous avez des questions, Yes, vous les partagez merci. sur Facebook. Et puis, comme d'habitude, de tout ce que je propose et de ce que vous proposez, ne prenez